À Jérusalem, nous sommes en direct ce matin avec Olivier Granilik, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Olivier Bokertov, et malheureusement ce matin une triste nouvelle, on a appris la mort d'un soldat israélien tombé hier au sud Liban. Oui, Lana, il s'agit d'Alexander Filin, 20 ans de Haïfa. Selon les premiers éléments de l'enquête, le sergent-major de réserve, Alexander Filin, a été tué lors d'une opération terrestre de Tsahal au sud Liban. Militaire participé à une mission du poste de commandement de la 36e division de la région du Litanie lorsqu'un engin explosif placé par l'ennemi a explosé au passage de la force. À la une de l'actualité israélienne également, évidemment, cet accord signé dans la nuit entre les États-Unis et l'Iran, sur papier, un texte qui suscite de très fortes inquiétudes en Israël. Oui, le mémorandum d'entente a été donc signé électroniquement par Donald Trump et le président iranien. Il ouvre une période de 60 jours de négociations en vue d'un accord définitif, mais plusieurs clauses du document Ilana sont perçues à Jérusalem comme des concessions majeures accordées à Téhéran. Première source de préoccupation, évidemment, les sanctions pétrolières d'abord. Oui, avec l'entrée en vigueur du mémorandum à Washington autorisera de nouveau certaines exportations de pétrole iranien pour Israël. Cela signifie que des milliards de dollars pourraient rapidement entrer dans les caisses du régime des ayatollahs, alors que l'économie iranienne est fortement fragilisée. Et puis deuxième sujet d'inquiétude, c'est le nucléaire évidemment. Avec ce texte qui ne prévoit pas le transfert à l'étranger de stocks d'uranium enrichi, il évoque au contraire une dilution de cet uranium sur le territoire iranien sous supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une formule jugée insuffisante par de nombreux responsables israéliens. Et le Liban, hein. Oui, si aucun retrait immédiat de Tsahal du Sud-Liban n'est exigé, plusieurs responsables sécuritaires redoutent que les États-Unis accentuent progressivement leur pression sur Israël pour limiter ses opérations contre le Hezbollah. Une question ce matin, Olivier, Benjamin Netanyahou a-t-il réagi finalement à la publication de cet accord ? Pour l'instant, non, Ilana. Le Premier ministre israélien n'a fait aucune déclaration publique depuis la publication de cet accord qui a été signé entre Washington et Téhéran. Mais ce silence est particulièrement remarqué à Jérusalem. Selon plusieurs responsables israéliens, le texte est considéré comme un mauvais accord. Ils estiment qu'il accorde à l'Iran des avantages économiques immédiats sans obtenir en contrepartie de véritables concessions sur le dossier nucléaire. Et plusieurs responsables sécuritaires font part de leur inquiétude. Ils jugent particulièrement problématiques les dispositions concernant l'uranium enrichi, mais aussi le lien établi entre le dossier iranien et la situation au Liban. Et les tirs du Hezbollah contre les soldats israéliens continuent par ailleurs. Oui, Tsahal a annoncé avoir frappé un lanceur de roquettes du Hezbollah quelques minutes seulement après un tir en direction des forces israéliennes opérant donc dans le sud du Liban. Selon l'armée, le lanceur était encore chargé et prêt à effectuer de nouveaux tirs lorsqu'il a été détruit par l'aviation israélienne. Le reste de l'actualité, ce sont ces plusieurs milliers d'ultra-orthodoxes qui se sont rassemblés hier devant la prison militaire de Beth Lid. Ils entendaient protester contre l'arrestation de jeunes issus des yeshivot qui refusent de répondre à l'ordre de recrutement. Plus de 150 bus ont acheminé les manifestants sur place face au risque de débordement. Tsahal et la police ont renforcé la sécurité autour de la base et demandé le renfort justement de la police. Les autorités craignaient notamment une tentative d'intrusion dans l'enceinte militaire. Plusieurs axes routiers ont également été perturbés au cours de la journée. Enfin, Benjamin Netanyahou a tenu hier soir sa première réunion de travail avec le nouveau directeur du Mossad, Roman Goffman. Oui, c'est Roman Goffman, je vous rappelle, est ancien secrétaire militaire du Premier ministre. Ce général de réserve a officiellement pris ses fonctions au début du mois. Il hérite notamment du dossier iranien, l'un des principales priorités stratégiques d'Israël. Roman Goffman est un proche donc de Benjamin Netanyahou qui a occupé jusqu'à récemment le poste donc de secrétaire militaire du Premier ministre, réputé pour son audace et ses positions fermes sur les questions de sécurité. Il est considéré comme l'un des responsables les plus prometteurs de la nouvelle génération des services de renseignement. Merci beaucoup Olivier. Rendez-vous tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne.
La météo de ce jeudi 18 juin 2026 avec peu de changements pour la météo israélienne, un temps estival sec sur l'ensemble du pays avec des températures qui sont proches des normales de saison. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Haïfa, 28 à Tel Aviv, jusqu'à 33 degrés à Beersheva et jusqu'à 40 degrés à Eilat. Alors on va maintenant s'intéresser à aux réactions d'une partie de la droite israélienne. Beaucoup considèrent que cet accord représente un recul stratégique majeur pour Israël et un succès pour le régime iranien. Mais quelle doit être l'attitude et la réaction de Binyamin Netanyahou? C'est ce que nous allons demander. Notre premier invité ce matin, Maître Nelly Naouri. Nelly, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes présidente de Israel is Forever. Et d'abord, ma première question, Nelly, quelle a été votre réaction en découvrant le contenu de cet accord entre Washington et Téhéran? Eh bien, simplement qu'après des années de sanctions et une guerre qui a affaibli considérablement le régime des mollahs, l'Iran obtient ce qu'il recherchait, la levée progressive des sanctions, l'accès à ses avoirs gelés, la reprise de ses exportations pétrolières, et la promesse de centaines de milliards de dollars pour sa reconstruction. Et en contrepartie, Téhéran ne s'engage ni à démanteler son programme nucléaire, ni à abandonner son programme de missiles balistiques, ni à cesser son soutien au Hezbollah, au Hamas et à ses autres proxys qui essayent d'anéantir Israël. Donc un accord de reddition. Et puis cette image de voir un Donald Trump en train de signer ce mémorandum d'entente avec un Macron digne successeur de Daladier en train d'applaudir sur le côté. Oui, franchement, je peux vous dire que ça m'a donné la nausée. Alors, on parle de Donald Trump et on a du mal à comprendre ce revirement du président américain. Il parlait il y a quelques semaines qu'il fallait anéantir l'Iran. Il y avait des mots très durs contre le régime iranien. Et aujourd'hui, on voit que, comme vous dites, il a permis donc de faire entrer des milliards de dollars dans les caisses du régime iranien, qu'il n'y a pas vraiment de décision concernant l'uranium. Vous arrivez à comprendre ce revirement du président Donald Trump? D'après ce que l'on entend, ça n'est juste qu'une question d'économie. Donald Trump avait besoin que les marchés reprennent, que l'économie se rehausse. Il a ses élections, ses midterms en novembre. Il est vrai que s'il perd la majorité, et sa majorité actuelle est très très faible, s'il perd sa majorité, eh bien, pendant les 2 ans qui lui restent à venir de son mandat, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc, il pense qu'il faut absolument stabiliser l'économie pour pouvoir gagner. Je pense que là, il fait une erreur aussi considérable. Les Américains aiment la victoire. C'est dans leur DNA. Et de voir leur président en train de signer cet accord de reddition, je ne pense pas que ça va leur permettre de voter de manière fière pour Donald Trump, pour le Parti républicain. Donc voilà, apparemment c'est l'économie qui prime sur ce combat entre la lumière et l'obscurité. Vous vous sentez aujourd'hui quelque part trahi par ce changement de position du président Donald Trump? On ne va pas lui enlever tous ses mérites. Ouais. Il est vrai qu'il a fait énormément pour Israël. Sa reconnaissance pour Jérusalem et le transfert de son ambassade, la reconnaissance du Golan, la reconnaissance de la légalité des implantations en Judée-Samarie, et puis sa participation, bien sûr, à la guerre contre l'Iran. Donc on ne va pas lui enlever ça. Il a énormément de mérite. Ce revirement veut peut-être dire autre chose pour nous. Alors justement, c'est ce que je voudrais qu'on explique et qu'on aborde à présent, c'est un peu la réaction, comment Israël premièrement et comment aussi Binyamin Netanyahou devrait réagir. Pour le moment, on va dire que c'est le silence qui fait beaucoup de bruit ici à Jérusalem, puisque pas beaucoup de réactions concernant justement cet accord qui a été signé.
comment, d'après vous, Benyamin Netanyahou, comment le gouvernement israélien, comment l'État d'Israël doit réagir face à cette position et face à cet accord? Vous savez, je me rappelle d'un discours particulièrement puissant et touchant de notre Premier ministre lorsque Biden avait fait l'embargo des armes et avait appelé Israël à la retenue après le 7 octobre. Et Netanyahou avait eu cette expression que nous allions nous battre avec les ongles s'il le fallait. Et je pense que ça doit être la réaction de notre Premier ministre. Le mémorandum d'entente fait par exemple référence au fait que Israël doit se retirer du Liban. Il n'en est pas question une seule seconde. Nous savons ce que nous a coûté le fait de ne pas de laisser une armée terroriste et barbare à nos frontières. Nous l'avons appris sur notre chair dans le sud du pays. Il n'est pas question que cela se réitère dans le nord. Donc cette bande de sécurité, au moins jusqu'au Litani, nous devons l'obtenir et nous devons garder nos positions pour éviter un 7 octobre dans les localités du nord, à Dieu ne plaise. Nous avons encore perdu un soldat ce matin. Ouais. Il y a des événements tragiques qui se passent au Liban et pour cause. Nous sommes en train de nous battre contre une organisation terroriste qui veut l'anéantissement d'Israël. Nous devons voir nos intérêts et exclusivement nos intérêts. Les amitiés qui peuvent se faire, les alliances qui peuvent se faire au cours des années, ça fluctue. Et ce que nous devons savoir, nous, c'est que notre véritable bouclier, il n'est pas à Washington, il est dans les cieux. Nous savons que si nous vivons, si nous résistons à travers les siècles, à travers 2 millénaires de persécution, c'est parce que nous avons l'Éternel qui nous protège et nous ne devons penser qu'à cela. Notre sort ne dépend pas d'un président des États-Unis, aussi bienveillant qu'il a pu être par le passé. Notre sort dépend de notre capacité à assumer notre destin et à assurer notre sécurité. Et c'est ce que doit faire aujourd'hui Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez qu'il a la capacité, qu'il a la force de faire face justement à Donald Trump à Washington, justement par rapport à cette situation? Je pense que quand on n'a pas le choix de toute façon, nous aurons la force. Et voilà, il faut avoir véritablement confiance en l'Éternel et savoir que nous devons assumer notre sécurité seule lorsqu'il le faut, et c'est ce que nous allons faire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Nelly d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Et la presse israélienne revient largement ce matin encore une fois sur cet accord signé cette nuit entre les États-Unis et l'Iran avec un titre évocateur à la une du Yediot Ahronot, bon pour l'Iran, mauvais pour Israël. Le quotidien parle même d'un véritable revirement de Donald Trump. Il souligne les déclarations du président américain qui affirme désormais que les missiles balistiques iraniens ne sont pas le problème et qu'il est normal que Téhéran conserve certaines capacités dans ce domaine. Le journal révèle également que Donald Trump ne considère plus les 60 jours de négociations prévus comme une échéance ferme. Selon lui, les discussions pourront se poursuivre aussi longtemps que les Iraniens se comportent correctement. Et la presse israélienne met également en avant plusieurs points qui suscitent l'inquiétude ici à Jérusalem. Le Israël Hayom souligne notamment que le texte prévoit un allègement immédiat des sanctions pétrolières contre l'Iran, la libération progressive de fonds iraniens gelés et le maintien sur le territoire iranien de l'uranium enrichi qui serait simplement dilué sous supervision internationale. Selon plusieurs responsables israéliens cités par les journaux, l'Iran apparaît aujourd'hui comme le grand bénéficiaire de cet accord. L'un d'eux résume le sentiment qui domine à Jérusalem, ce n'est pas ce que nous espérions. Et après les détails de l'accord, plusieurs éditorialistes s'interrogent ce matin sur les conséquences stratégiques de ce rapprochement entre Washington et Téhéran.
Et c'est notamment le cas d'Avi Israchov du Yediot Ahronot. Son constat est sans appel, Israël s'est fait avoir. Le journaliste estime que les succès militaires enregistrés ces derniers mois contre l'Iran n'ont pas été transformés en victoire diplomatique. Selon lui, Donald Trump est en train de redessiner le Moyen-Orient en accordant à l'Iran le statut de puissance régionale incontournable. Et sa conclusion est particulièrement sévère. Le pari de Benjamin Netanyahou, écrit-il sur une confrontation avec l'Iran, n'a pas permis d'obtenir les résultats politiques espérés et risque même de laisser Israël dans une position diplomatique plus fragile qu'auparavant. Et le Israël Hayom estime quant à lui qu'Israël devrait désormais fixer clairement les lignes rouges à Washington. Et c'est Ariel Kahana qui révèle que Benjamin Netanyahou aurait confié à ses proches que les relations avec l'administration Trump risquent d'entrer dans une période compliquée, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat américaines qui sont prévues au mois de novembre prochain. Selon l'éditorialiste, le revirement de Donald Trump s'explique avant tout par des considérations économique. Il estime que la nouvelle politique américaine est en contradiction avec plusieurs intérêts fondamentaux d'Israël, notamment sur la question de l'uranium enrichi et des missiles balistiques iraniens. Le quotidien conclut qu'Israël doit rapidement connaître ses lignes rouges, ses lignes rouges afin de préserver sa liberté d'action et sa position stratégique dans la région. Et puis, dans le reste des journaux israéliens ce matin, un témoignage évocateur de la situation dans la bande de Gaza est publié ce matin par le Israël Hayom. Le quotidien a recueilli la parole d'un habitant de Gaza qui décrit une situation humanitaire de plus en plus difficile dans l'enclave palestinienne. Mais ce qui frappe surtout, c'est ce témoignage. C'est le témoignage et c'est la colère exprimée contre le Hamas. Le Hamas ne pense qu'à ses propres intérêts, affirme un habitant de la bande de Gaza qui dit constater une lassitude grandissante au sein de la population. Selon lui, de nombreux Gazaouis soutiennent désormais les manifestations prévues contre le Hamas à la fin du mois. Inch'Allah, dit-il, que ces manifestations réussissent. Et la presse revient également sur la gigantesque manifestation organisée hier par les milieux ultra-orthodoxes devant la prison militaire de Beth Lid. Et selon les estimations, entre 10 000 et 15 000 manifestants se sont rassemblés pour protester contre l'arrestation de jeunes étudiants de Yeshiva refusant de répondre à leur ordre de recrutement. Le Yediot Ahronot décrit une région pratiquement paralysée pendant plusieurs heures. Les routes ont été bloquées, des centaines de bus ont convergé vers la base militaire et plusieurs localités voisines se sont retrouvées quasiment coupées du reste du pays. Le quotidien souligne surtout que cette mobilisation témoigne de la détermination croissante des dirigeants ultra-orthodoxes à s'opposer aux tentatives d'élargir la conscription des étudiants des yeshivot. Et justement, un sujet qui revient dans plusieurs médias ce matin, la pénurie de soldats au sein de Tsahal. Selon la chaîne N12, le chef d'état-major Eyal Zamir a averti le gouvernement qu'en absence d'une prolongation du service militaire obligatoire à 36 mois, l'armée pourrait manquer d'environ 12 000 combattants et personnels de soutien dès le début de l'année prochaine. Face à cette situation, l'armée envisage plusieurs mesures exceptionnelles, parmi lesquelles la réduction du nombre de jeunes effectuant une année préparatoire avant leur incorporation ou encore l'allongement du service de certains étudiants des yeshivot engagés dans des cadres militaires. Selon plusieurs responsables militaires, le temps presse. Ils estiment que sans une décision rapide du gouvernement, la charge continuera de peser principalement sur les réservistes déjà fortement sollicités depuis le début de la guerre. Et dans le Israël Hayom de ce matin, un reportage consacré à la communauté juive d'Australie confrontée à une montée spectaculaire de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Et c'est le directeur de la Fédération sioniste d'Australie qui raconte qu'au lendemain des massacres du 7 octobre
Alors qu'Israël comptait encore ses morts, des milliers de manifestants défilaient déjà à Sydney en scandant « Mort aux Juifs ». Et selon lui, la situation a profondément changé dans un pays où les Juifs pouvaient jusqu'à présent afficher sans crainte leur identité et leur attachement à Israël. Il évoque également les attaques contre des synagogues et les incidences sur les campus universitaires et le sentiment croissant d'insécurité au sein de la communauté. Conséquence de cette situation, l'ALIA depuis l'Australie est en forte hausse et selon les responsables communautaires, le nombre de familles ouvrant un dossier d'immigration vers Israël a augmenté de 20-30% ces 2 dernières années. Et nous terminons cette revue de la presse par un défilé de mode pas comme les autres. Dans le cadre d'un projet mené par l'école Shenkar, des étudiants ont créé pour eux des vêtements adaptés à leurs blessures, à leurs prothèses et à leur nouvelle réalité quotidienne. L'objectif n'était pas de cacher les cicatrices, mais au contraire de les intégrer aux créations et de raconter à travers elles l'histoire de ces combattants. Pendant quelques heures, ces blessés de guerre n'étaient plus des patients ou des soldats en rééducation, ils sont devenus des symboles d'une société israélienne qui continue, malgré les épreuves, à avancer et à se reconstruire. On va tous vous génocider. C'est ce que nos enfants ont entendu au tristement célèbre Théâtre La Scala à Paris. Alors j'ai tenu à vous parler depuis Israël, avec dans le cœur le poids de l'histoire que nos parents nous ont transmise. Cette vidéo n'est pas une accusation, elle est un cri d'amour, un cri de mémoire et peut-être une dernière invitation à vous réveiller. Mes grands-parents sont nés dans les années 1880, ils ont connu le Maghreb, sa montée progressive d'un antisémitisme qu'ils ont senti venir bien avant qu'il ne frappe. Alors ils ont fait quelque chose que peu de générations ont eu le courage de faire, ils ont choisi l'avenir de leurs enfants avant leur propre bonheur. L'agence juive a planifié l'évacuation de dizaines de milliers d'enfants, du Maroc au Yémen, comme d'Europe nazie. Des enfants de 12 à 14 ans, partis seuls, une valise à la main, une adresse cousue dans la poche. Les séparations étaient déchirantes, mais nécessaires, car ces parents avaient compris une vérité que le confort moderne nous a fait oublier. La géographie peut tuer et la conscience collective peut sauver. Aujourd'hui, en 2026, je vois l'exact contraire. Des jeunes arrivent seuls en Israël, entre 14 et 20 ans, sans parents, sans accompagnateurs, venus d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Europe. Ils font l'armée seuls, ils construisent leur vie seuls. Ces jeunes-là sont des héros silencieux. Mais ils ne devraient pas avoir à l'être à cet âge. Plus douloureux encore. Des anciens fuient l'antisémitisme et viennent se réfugier en Israël en laissant leurs enfants dans les pays dangereux. C'est un renversement complet de la logique de protection que nos parents nous ont enseignée. Dans un nombre croissant de foyers juifs en diaspora, l'ordre des urgences est devenu la carrière, le logement, la retraite, et en 4e position seulement les enfants. Demandons-nous si ces priorités avaient été celles des parents juifs de Varsovie en 1938. Combien d'entre nous seraient là aujourd'hui ? Nos grands-parents avaient ce que j'appelle la conscience de la continuité. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement des individus, mais les maillons d'une chaîne. Mon enfant n'est pas seulement mon enfant, c'est l'avenir du peuple d'Israël. L'individualisme moderne a progressivement dissous cette conscience. Et pendant ce temps, l'antisémitisme remonte en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il monte dans les écoles de vos enfants, dans les rues de vos quartiers. Le 7 octobre 2023 devait être un point de bascule. Pour beaucoup, la léthargie est revenue. Alors je vous pose la question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute. Qu'est-ce qui nous réveillera ? Il ne s'agit pas de tout quitter demain, mais il s'agit peut-être de quelque chose de plus difficile, de penser en termes de génération, pas en termes de point de retraite. De préparer nos enfants à l'idée d'Israël, pas comme une solution de repli, mais comme une réalité désirable et légitime.
Vous n'êtes pas seulement une famille, vous êtes un maillon. Zachor, souviens-toi. Ce mot n'est pas seulement tourné vers le passé, c'est une injonction tournée vers l'avenir. Nos enfants méritent mieux que notre silence. Alors que les visites des chefs d'État étrangers en Israël se font rares depuis le 7 octobre et que de nombreux pays multiplient les critiques à l'égard de Jérusalem, un président était pourtant en visite officielle en Israël cette semaine. Il s'agit du président du Somaliland. Et une visite historique qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations entre Israël et le Somaliland. Pour en parler, nous sommes avec Asher Benkemoun, qui est ambassadeur itinérante de la République du Somaliland auprès du ministère des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous ce matin, Asher Benkemoun. Bonjour et avec grand plaisir. Alors d'abord, peut-être un petit mot, parce que c'est vrai qu'on a entendu parler du Somaliland il y a quelques mois, mais un tout petit mot justement, très rapide sur le Somaliland, Asher. Alors, le Somaliland est une partie de la Somalie, le sud de la Somalie qui a décidé de prendre son indépendance en 1991, donc ça fait plus de 35 ans. C'est un pays qui a été soutenu dans son indépendance par les Émirats arabes unis, qui sont là pour les aider financièrement, qui leur ont construit un port, un aéroport, et qui sont présents pour des questions stratégiques. Alors, bien sûr, les accords Abraham avec Israël n'ont fait que nous rapprocher, puisque, vous savez, le Premier ministre Netanyahou a décidé de les reconnaître le 23 décembre 2025, mais nos relations avec la Somaliland, étroites et discrètes, ont commencé bien avant. Alors, le président du Somaliland était en visite officielle cette semaine en Israël. C'est assez important de le signaler, parce que comme je l'ai dit, c'est vrai que depuis le 7 octobre, il y a très peu de représentants, de présidents ou de représentants officiels qui sont venus en Israël. Est-ce un moment historique pour Israël et pour le Somaliland ? Alors, il est toujours en Israël. Il quitte Israël demain. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une visite qui n'est pas du tout, qui n'a pas été une visite d'État conventionnelle. Ça fait déjà une semaine qu'une première délégation est arrivée pour préparer et conforter, consolider nos relations tant diplomatiques, économiques et surtout sécuritaires, puisque notre rôle sur place au Somaliland sera bien sûr d'avoir un œil sur le Yémen et d'autres ennemis potentiels, et bien sûr développer une relation étroite, profonde, avec des pays limitrophes qui vont rejoindre, si vous voulez, les accords d'Abraham. Alors, quelles sont les rencontres qui ont déjà eu lieu ou qui sont prévues avec des responsables israéliens ? Écoutez-moi, le président a rencontré le président de l'État d'Israël, visite honorifique. Il a rencontré le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, et bien sûr tous les opérateurs économiques, puisque c'est un pays qui est complètement vierge, qui est rempli de ressources naturelles très importantes. Et bien sûr, le rôle d'Israël et le rôle, je vais être plus précis, puisque moi-même j'ai servi 23 ans pour le gouvernement israélien dans 23 pays d'Afrique. Notre rôle en tant que Israéliens, juifs et peuple élu est bien sûr de les équilibrer, de les éclairer et de leur transmettre notre savoir-faire dans les domaines où nous excellons. Alors justement, peut-être qu'on va parler justement de ces domaines qui intéressent le Somaliland et dans lesquels Israël est experte. Justement, l'agriculture, l'eau aussi, de quelle manière Israël peut aider ce pays ? De toute façon, regardez, si on part dans un ordre croissant, la priorité est bien sûr un transfert sécuritaire, puisque nous avons déjà formé une cinquantaine d'officiers de la Somaliland qui étaient présents en Israël pour leur transmettre notre méthodologie tant au niveau de l'armée que de récolte d'informations. Bien sûr, ensuite, il faut comprendre que ce pays qui se compose d'une population de 6 millions d'habitants et qui a la grandeur de la France, puisque du nord au sud de la Somaliland, ça fait à peu près 1100 kilomètres. La population, à 90%, travaille la terre et la pêche. Donc, ils ont du soleil, ils ont un manque d'eau.
Donc bien sûr, l'apport de notre savoir-faire en termes de goutte à goutte, de régions désertiques comme Israël a pu le faire dans le Negev, leur développer leur agriculture. Ils ont une pêche qui est abondante, qui n'est pas exploitée, qui est complètement volée par les Houthis et le Yémen. Donc, ils perdent chaque année entre 2 et 3 milliards de dollars de poissons, puisqu'en fin de compte, ce sont encore des domaines qui sont complètement vierges. Et bien sûr, les énergies, tout ce qui est solaire, électricité. Ouais. Alors, on parle bien sûr de cette coopération au point de vue de l'agriculture, de l'eau et d'autres domaines, mais il y a aussi une coopération, et vous l'avez aussi évoqué, cher Ben Kemoun, c'est la coopération géopolitique et aussi due justement à la position géographique de la République du Somaliland, qui se trouve dans la Corne de l'Afrique et qui se trouve donc entourée de pays très importants qui ne sont pas tous des amis d'Israël, il faut bien le dire. Et ça aussi, c'est très important pour Israël au point de vue géopolitique et militaire. De toute façon, Israël doit être partout et dans tous les coins du monde pour sa protection et sa défense. Et il est clair que leur situation est très stratégique. Ça nous permettra d'être présents, d'avoir une base sur place, bien sûr de les soutenir et de les protéger et d'avancer ensemble. Et comme je vous l'ai dit précédemment, cette visite n'est pas du tout conventionnelle et nous allons y mettre tous nos efforts pour pouvoir les réhabiliter très très rapidement. Alors, aussi important de le dire, puisque l'ambassade du Somaliland a été ouverte à Jérusalem, c'est aussi un symbole très important, très fort. Ah ben, vous savez, c'est un point très fort. Vous savez, moi, j'ai servi longtemps avec des présidents africains évangélistes qui comprenaient et qui connaissaient le rôle d'Israël et puis surtout du peuple juif. Vous savez, mais quand vous entendez le président de la Somaliland et son ministre des Affaires étrangères vous dire que la reconnaissance d'Israël est pour eux très importante et capitale et qu'ils préfèrent être dans le bon côté de l'histoire, même si la reconnaissance avec Israël les a affaiblis dans d'autres pays. Ils savent très bien que nous allons travailler main dans la main et faire tout ce qu'il faudra pour que ce pays puisse se développer. Et il sera pour Israël un exemple pour d'autres pays d'Afrique. Alors, il faut dire aussi, pour être complet sur ce sujet, Acher, que le Somaliland n'est toujours pas reconnu comme un État par la plupart des pays. Je crois que c'est, comme vous l'avez dit, Israël est le premier à l'avoir reconnu comme État. Israël est le premier à l'avoir reconnu. Est-ce que cela va permettre à d'autres États de peut-être de le reconnaître ? Eh ben, c'est ma mission la plus importante en tant que diplomate pour le président, et bien sûr de trouver rapidement des reconnaissances afin d'apporter une stabilité économique, sécuritaire et bien sûr d'attirer les investisseurs de toutes sortes à investir dans un pays qui est vierge avec un potentiel énorme. Très bien. En tout cas, le président, il a encore pour quelques jours. Il part demain, et je pars moi dans 15 jours aux États-Unis avec le ministre des Affaires étrangères de la Somaliland pour rencontrer le gendre du président Trump et puis les dirigeants de l'AIPAC pour bien sûr pouvoir accélérer la reconnaissance par les États-Unis. Très bien, merci beaucoup en tout cas et bon séjour et bonne fin de séjour au président du Somaliland en Israël et on est très heureux bien sûr de pouvoir compter sur des amis, surtout dans cette période où depuis le 7 octobre les amis d'Israël se font de plus en plus rares et c'est assez important que cette visite et que vous avez dit qu'elle n'est pas conventionnelle se fasse dans cette période compliquée pour Israël. En tout cas, merci beaucoup cher Ben Kemoun d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Studio Kelita. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. L'accord signé entre Washington et Téhéran continue de faire réagir alors qu'en Israël, de nombreux responsables politiques et sécuritaires expriment leurs inquiétudes. Nous avons voulu savoir comment cet accord était-il perçu aux États-Unis, d'une part par les médias, mais aussi de la part de l'opinion publique américaine. Et pour cela, nous sommes très heureux de retrouver Sébastien Lévy depuis New York.
Sébastien, bonjour, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin, et bonsoir plus exactement pour vous. D'abord, Sébastien, est-ce que c'est un sujet qui fait la une de la presse et des médias américains, cet accord entre Washington et Téhéran? Oui, ça fait la une ici, ça fait la une des médias, ça fait la une des talk-shows, ça fait la une effectivement de ce dont parle aujourd'hui le personnel politique aux États-Unis. C'est évidemment la nouvelle majeure parce que c'est un fait diplomatique mais aussi politique majeur. Vous avez forcément les démocrates qui en profitent pour pointer les reculades du président Trump, notamment par rapport à ce sur quoi il s'était engagé. Et puis on voit aussi au sein du Parti républicain des divisions, c'est-à-dire des divisions plutôt à mots couverts. On sait que Donald Trump a l'emprise sur son parti, donc beaucoup de républicains n'osent pas dire exactement ce qu'ils pensent, mais on sent bien qu'il y a une vraie réticence dans une partie du Parti républicain sur cet accord. Donc oui, c'est un sujet absolument majeur ici, avec aussi l'espoir de retrouver notamment une stabilité, voire une baisse des prix de l'essence. Mais en tous les cas, oui, clairement, pour répondre à votre question, fait politique absolument majeur ici. Alors, on va revenir un peu sur ces sujets et sur le plan politique, mais d'abord, du point de vue des médias, comment les médias présentent-ils cet accord conclu entre Washington et Téhéran ? Globalement comme une reculade, comme une capitulation américaine. Alors c'est évidemment le cas plutôt des médias de centre-gauche, mais même on le voit même dans des journaux comme le Wall Street Journal qui sont plutôt conservateurs. Il y a quand même une critique assez forte. C'est extrêmement difficile. Vous n'avez uniquement que les médias vraiment très pro-Trump comme Fox News qui essayent d'habiller un peu cet accord. Et même là, d'ailleurs, il y a des voix discordantes. Donc globalement, c'est perçu comme une capitulation, c'est perçu comme un lâchage d'Israël, et c'est perçu aussi surtout comme le déni de tout ce qu'avait dit Trump, de toute la négation des engagements du président Trump. Donc en ce sens, c'est plutôt la couverture ici est plutôt très négative sur cet accord, sur le fond et sur la forme. Est-ce que les médias américains comme les médias israéliens, puisque ici ça fait vraiment la une de la presse israélienne et des médias israéliens, c'est bien sûr cet accord, mais aussi ces déclarations qui ont, pour certaines des déclarations, choqué ici l'opinion israélienne. Est-ce que les médias américains rapportent aussi ces déclarations concernant Israël, concernant aussi la volonté de voir, par exemple, la Syrie jouer un rôle dans les négociations avec le Hezbollah? Alors, je pense qu'il y a une différence peut-être de traitement entre les médias américains et les médias israéliens, c'est la notion de surprise. Il faut savoir que ce comportement un petit peu erratique, étonnant de la part du président Trump sur un certain nombre de sujets, les médias américains et le peuple américain y est habitué. C'est une partie en fait de ce que fait, je dirais, la personnalité politique de Trump. Donc ça surprend peut-être un petit peu moins qu'en Israël. Mais effectivement, vous parlez là encore de ces dernières déclarations qui ont eu lieu à Évian. Évidemment, beaucoup de gens en parlent ici, parce que là, pour le coup, on n'en parle pas tellement donc sur la notion de surprise. On sait que Trump peut changer d'avis en permanence, mais c'est plus ici sur la notion de crédibilité des États-Unis. Lorsque Trump, sur la scène internationale, tient des propos qui sont parfois un petit peu étonnants, voire incohérents, évidemment, beaucoup parlent ici du problème de crédibilité américaine. Ce qu'il peut dire en politique intérieure, ça a évidemment des conséquences pour le peuple américain. Alors, ce type de propos un petit peu étonnant sur la Syrie, sur le fait que maintenant il semble qu'il soit d'accord que l'Iran ait des missiles balistiques, tout ce genre de choses, en fait, ça inquiète ici parce que c'est toute la parole américaine qui est remise en cause par ces déclarations très très contradictoires par rapport à ses engagements d'il y a encore quelques semaines. Alors justement, je voudrais qu'on voit un peu plus maintenant, qu'on examine un peu plus justement cet aspect par rapport à la politique intérieure américaine, puisque on dit, et certains commentateurs expliquent que cet accord a été poussé par le fait justement que d'abord il y a des élections prochainement de mi-mandat qui approchent, et puis aussi cette histoire de flambée du prix du baril du pétrole que Donald Trump a voulu essayer de freiner. Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, peut-être du côté de la population américaine, c'est quelque chose qui justifie peut-être cet accord et cette prise de position du président américain? Alors oui, il y a clairement une pression politique qui est énorme. Vous savez, Donald Trump, il a été élu sur essentiellement 2 sujets. C'est-à-dire, quand on revoit les clips de campagne, c'était très clair. Avec moi, vous aurez la paix, vous n'aurez pas de guerre extérieure, et puis avec moi, vous aurez une baisse de vos prix, puisqu'on était déjà dans un contexte d'inflation bien moins forte que ce qu'on a aujourd'hui.
Et donc sur ces deux promesses-là, eh bien Trump en fait sentait bien qu'il avait trahi en fait une partie de ses électeurs. Et vous avez les élections qui auront lieu en novembre. Vous avez aujourd'hui une cote de popularité du président qui est assez basse. Vous avez une inflation qui est forte, une hausse des prix, notamment de l'essence. Et donc vous avez une pression politique qui commençait à monter sur Trump. Et puis on sait que Trump foncièrement, à un moment donné, il aime les victoires rapides, il aime, par exemple, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ça pour lui le modèle de ce qu'il faut faire, l'utilisation de la force. Et donc, pour toutes ces raisons, Trump voulait absolument en sortir. Donc, il y a une certaine logique, en fait, de voir ça. Ce qui pose problème ici, c'est évidemment le problème du manque de cohérence entre ses propos sur l'origine de la guerre, sur les buts de la guerre, et aujourd'hui la capitulation en race campagne et le fait de renoncer à absolument tous les engagements. Ça pose un vrai problème. Et puis ce qu'on pointe, oui, il peut y avoir, je dirais, un soulagement de court terme. Au-delà des enjeux géopolitiques, en fait, beaucoup pointent le fait que les résultats aujourd'hui de cette guerre, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz qui était ouvert avant la guerre, et qu'on sait très bien que les prix ici vont mettre beaucoup plus de temps à baisser qu'ils n'ont eu à monter, donc ça prendra énormément de temps pour restabiliser une situation complètement instable. Mais en fait, beaucoup ici se disaient, le problème, c'est qu'on a eu cette instabilité et ces problèmes économiques pour parvenir à un accord demain qui soit vraiment quelque chose qui permettra au monde de se débarrasser de la menace nucléaire. Et on n'a même pas ça, et on a un recul de la crédibilité américaine. Donc oui, il y a une forme de soulagement. Et puis en même temps, il y a l'idée en fait qu'on entend beaucoup, c'est tout ça pour ça. Et ça vraiment, c'est le sentiment qui domine ici. Alors ça sera intéressant de voir dans quelques jours, dans quelques semaines, de quelle manière cet accord a influencé justement la cote de popularité du président américain. Mais je suppose qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments sur ça, c'est encore trop tôt. Dernière question, et peut-être aussi c'est un rapport, puisque le mondial se joue actuellement aux États-Unis. Est-ce que aussi quelque part, le fait de vouloir terminer cette histoire avec l'Iran et Israël, c'est aussi lié au fait que le mondial se joue actuellement aux États-Unis, que le président Donald Trump veut que, en fait, cet événement sportif se passe dans les meilleures conditions. Alors, et ça fait partie de sa volonté d'avoir des événements courts, une guerre courte, voilà. Donc c'était important pour lui, pour les raisons politiques, pour la fête du mondial, et puis aussi, peut-être encore plus, pour les 250 ans des États-Unis, la grande célébration du 4 juillet 2026, pour célébrer les 250 ans du pays. Trump, encore une fois, voulait que ça se termine. Je pense qu'il avait envoyé des signaux extrêmement nets dans les 3 dernières semaines. Mais donc, encore une fois, il n'y a pas une vraie surprise de cette volonté d'y parvenir. Ce qui choque ici, ce n'est pas sa volonté de parvenir à un accord, c'est l'ampleur des concessions réalisées. Okay. C'est véritablement ça ici qui frappe, clairement. Et en fait, et le problème, encore une fois, ça projette la faiblesse américaine parce que cette volonté de parvenir à un accord, les Iraniens le savaient, l'avaient vu, en ont joué. Ce que beaucoup d'analystes n'avaient pas prévu, c'est que Trump céderait autant et sur autant de sujets. Très bien. Merci en tout cas pour cette analyse, Sébastien Lévy. Et puis, merci d'être resté éveillé pour nous. Bonne nuit à vous et bonne journée pour nous. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualita.